On a parlé de Cloudflare, Amazon, Azure. Il nous manque qui? Ouais, wouh. Et donc notre prochain speaker, Guillaume, est développeur Java depuis 15 ans. Il est passionné de beaucoup de nouvelles technologies, il s'intéresse au ML, au Go et à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le but du talk, c'est qu'on parle sécurité. On a mentionné le fait que les tests d'intest, c'était un peu lésé en serverless. La deuxième chose qui est plus difficile à faire, c'est la sécurité. Je pense que c'est essentiel qu'on en parle aujourd'hui. Et donc, pour Guillaume, beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Hop, jusque-là. Merci que la slide échange. En tout cas, voilà, Guillaume Lacquière, je suis data architecte chez Carrefour et je suis aussi Google Developer Expert. Donc c'est pour ça que je vais parler de Google Cloud. Je connais très mal les autres cloud providers. Je les ai essayés, mais voilà, je ne les ai pas aimés. Je préférais Google Cloud. Juste, on va passer sur la slide. Ce serait plus simple. Ah, merci. Et en fait, oui, donc je vais parler de sécurité. Donc sécurité sur Google Cloud en général. Il y a certains principes qui, bien sûr, sont applicables sur tous les services serverless que vous avez dans tous les cloud providers, parce que malgré tout, ils ressemblent tous un petit peu, en tout cas sur la philosophie et la façon de servir les choses. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans la sécurité, des CISO, des responsables de sécurité, des choses comme ça? Ok, bon, en tout cas, la sécurité, ça intéresse mes personnes au niveau serverless, pas de problème. Et est-ce qu'il y a par contre des architectes, des gens qui architecturent les applications serverless? Ok, il y a quelques-uns. Et parmi ces architectes, est-ce qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes avec les CISO, justement, pour leur faire comprendre la sécurité sur le serverless? Ouais, au moins un ici. Ben, moi aussi, c'est exactement, chez Carrefour, je suis en train de me battre un petit peu avec certains architectes, donc je pense que ça va peut-être parler à certains. En tout cas, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que le serverless. Je veux juste réintroduire une notion. C'est que le serverless, par définition, c'est un modèle opératoire qui fait qu'on n'utilise pas les serveurs, la gestion, le patching, le networking. Tout ça, c'est géré par le cloud provider, ce n'est pas géré par nous. On doit lui faire confiance. Ce que nous, on fait, c'est des services, des microservices, principalement du stateless, pour scaler facilement de 0 à n instances. Et le principe, évidemment, c'est de payer à l'usage. Donc, on n'utilise pas, on ne paye pas, et on utilise beaucoup, mais on paye beaucoup. C'est le principe du gagnant-gagnant. Ce principe de modèle opératoire est assez important, puisque ça va aussi engendrer pas mal de questions, parce que les CISO sont souvent des personnes qui viennent du monde legacy, du monde des data centers, et qui ont des questions très legacy par rapport au serverless. Je vais vous parler spécialement sur Google Cloud de serverless compute. Qu'est-ce que c'est que le serverless compute? C'est des produits serverless sur lesquels vous mettez votre code, donc les lambda sur AWS, Azure Functions sur Azure, et il y a Cloud Function évidemment sur Google Cloud. Qu'est-ce que c'est? Une fonction, un bout de code que vous poussez, et c'est ce bout de code qui s'exécute. Mais des fois, vous avez besoin de faire plus. Et vous avez besoin de déployer pas qu'un bout de code, pas une fonction, mais déployer un peu plus, déployer un web server en entier. Et App Engine est fait pour ça. Pour information, App Engine a été déployé en 2008, donc bien avant tout ce que vous connaissez dans le serverless avec les lambda ou autres. Donc là, vous déployez vraiment un web server. Donc ce n'est pas juste un endpoint, c'est plusieurs passes que vous pouvez avoir comme n'importe quel web server. Mais le problème avec cette fonction et App Engine, c'est que vous avez une liste de langages qui sont limités. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Avec bien sûr du Java, du Python, du Ruby, du Go, du Node, du .NET, je dois en oublier, mais voilà. Enfin, en tout cas, il y a un nombre de langages qui sont limités, et si vous voulez faire autre chose, vous êtes embêté. Et récemment, on va dire depuis 3 ans, depuis 2019, Cloud Run est arrivé. Donc c'est aussi du serverless. Vous mettez votre code, et vous le mettez dans un conteneur. Donc le conteneur, vous définissez ce que vous voulez, l'OS que vous utilisez, les binaires que vous installez, et bien sûr le langage, le code, à partir du moment où c'est un web server, ça va fonctionner. Et depuis quelques mois, il y a Cloud Run Jobs, où vous pouvez mettre un script, et vous lancez un script dans un conteneur, ça marche aussi. Donc tout ça, c'est du serverless compute, où vous mettez votre code. Par rapport à ça, il y a plusieurs questions de sécurité qui vont arriver, plus ou moins pertinentes, des fois plus ou moins drôles, vous allez voir. Mais en fait, les personnes qui vous embêtent, les CISO, ont toujours la même ambition, c'est de répondre à des questions de sécurité. Et notamment d'assurer le même niveau de sécurité que ce qu'ils avaient avant.
Alors c'est assurer le même niveau de sécurité, pas forcément, et ça c'est là le problème, appliquer les mêmes principes de sécurité. Donc assurer la même chose, mais peut-être avec des façons différentes de faire. Il va y avoir des questions sur comment est-ce qu'on gère le réseau et comment est-ce qu'on applique certaines règles. Typiquement, sortir sur Internet avec une IP qui est statique, parce que le service en face trust seulement une IP. Comment rendre le service invisible de l'extérieur, en tout cas pas accessible depuis l'extérieur. Avoir du chiffrement ou d'avoir des domaines, des noms de domaines qui sont customisables. Quoi d'autre? La haute dispo. Forcément, la haute dispo, hein, on veut pas que le service y tombe à un moment ou à un autre. Donc, on va avoir quelque chose de régional ou de global. S'assurer des accès. Qui peut accéder à mon service et mes services peuvent accéder à quoi? Donc, en côté IAM, que l'on va voir ici. Les menaces externes, tout ce qui va être DDoS ou injection de code. Et enfin, quelque chose de nouveau, la software supply chain, qui peut être problématique dans certains cas. Alors allons-y. Comment est-ce qu'on prend le contrôle sur une infrastructure que l'on n'a pas par défaut, hein, le serverless, c'est plutôt on ne gère pas les serveurs, on délègue la gestion des serveurs, et donc comment est-ce qu'on fait pour reprendre ce contrôle là-dessus? Première question, qui peut être la plus drôle. Comment est-ce qu'on patch? Alors forcément, on n'a pas de serveur, donc qu'est-ce qu'on patch? Alors c'est assez drôle, mais forcément, c'est pas stupide. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce que vous déployez, qu'est-ce que vous déployez? Vous déployez du code, donc vous faites du code. Dans votre code, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que vous écrivez vous, et il y a des dépendances. Et quand vous faites du Cloud Function ou du App Engine, vous utilisez des dépendances externes, et il peut y avoir des failles de sécurité dans votre code, mais aussi dans les dépendances que vous utilisez. Notamment NPM a été assez populaire pour ça. Donc il faut aussi penser à patcher votre code. Donc, malgré tout, il n'y a pas rien à faire, il y a votre code qu'il faut penser à patcher. Et quand on fait du conteneur, c'est pire parce que vous n'avez pas que votre code et les dépendances, vous avez aussi tout l'environnement d'exécution avec l'OS, les binaires que vous installez, et puis bien sûr votre code et tout ce qui va autour. Donc c'est tout le conteneur qu'il faut arriver à patcher. Donc même s'il n'y a rien à faire sur les serveurs en eux-mêmes, dans votre façon de gérer la sécurité, il faut penser à peut-être télécharger de manière automatique les dernières versions des librairies, passer vos tests unitaires de non-régression, d'intégration, par exemple toutes les semaines, pour redéployer une application qui est avec les dernières versions, les derniers patchs de vos conteneurs, de vos dépendances, pour s'assurer d'être quand même à jour sur tout ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Quand vous avez vos services, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que vos services, par exemple le service que vous déployez sur Cloud Run, s'il a le droit d'accéder à BigQuery? Ok, vous pouvez lui donner une autorisation d'accéder à BigQuery. Mais comment ça se passe vraiment sur Google Cloud? Alors, je ne connais pas les autres cloud providers. Sur Google Cloud, il existe ce qu'on appelle un service account. Donc, ce n'est pas un user account, c'est un compte technique de service machine à machine. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle un défaut user account. Donc, par défaut, quand vous déployez sur Cloud Function, App Engine ou Cloud Run, cette identité par défaut est déployée. Par défaut sur tous les services. Mes problèmes, vous avez un Cloud Run qui accède à BigQuery, un Cloud Run qui accède à PubSub. Si vous utilisez le même service account, forcément, le service account doit avoir le minimum entre les deux, donc doit avoir accès à BigQuery et à PubSub. Donc vous n'avez pas le list privilege, donc ça veut dire qu'un Cloud Run ne peut accéder qu'à BigQuery et pas PubSub, et inversement. L'idée ici, c'est de faire pas d'utiliser les service accounts par défaut, mais d'utiliser des customs, des choses que vous allez créer vous, et vous allez l'appliquer sur le service, et dire que ce service Cloud Run pourra accéder qu'à BigQuery, et vous donner des permissions à ce service account d'accéder à BigQuery, et il pourra faire que ça, et pas accéder à PubSub comme précédemment. Et en plus de ça, vous savez quel compte de service, quel service a tel compte de service. Ça veut dire que quand vous regardez dans les logs, BigQuery a été appelé par cette identité. Cette identité, c'est ce service, parce que c'est votre configuration. Donc en termes de traçabilité, c'est plus simple et c'est plus clair pour vous. Si on continue sur l'accès avec des IP privés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des services déployés quelque part. C'est chez Google Cloud, c'est dans leur monde, c'est leur VPC, c'est chez eux. Et ces services doivent accéder à des ressources privées qui sont chez vous, dans votre VPC, dans votre projet.
Et ces services, forcément, ils sont accessibles que depuis votre VPC à vous. Ils ont des IP privés, hein, vos VM ont des IP privés sur le réseau. Et donc, comment est-ce que vous faites pour que des choses qui sont à l'extérieur de votre réseau puissent accéder à des choses privées dans votre réseau? De manière similaire, hein, que ce soit dans votre réseau sur le cloud ou hors du cloud, par exemple une plateforme externe, autre cloud ou on-prem, vous avez un VPN ou un interconnect qui existe. Comment vos services serverless que vous ne maîtrisez pas, l'IP source, vous pouvez accéder justement à ces services externes. Il y a un composant très important côté Google Cloud qui s'appelle Serverless VPC Connector. C'est un bridge, c'est vraiment un pont entre les deux mondes. Le monde serverless, vous ne maîtrisez pas, et votre VPC. Donc en fait, toutes les requêtes, tout le trafic qui sera à l'origine de ces services-là peuvent être routés directement dans le VPC. Et comme c'est dans notre VPC, vous pouvez router le trafic en interne, chez vous, donc sur vos ressources internes, ou alors vous pouvez les router aussi à l'externe, vers un VPN, pour aller accéder à d'autres plateformes. Donc ça, c'est un service plutôt important, et vous arrivez à résoudre, comment dire, à bridger, à réconcilier les deux mondes, privé et serverless. Même chose si on veut accéder à un service externe qui trust une IP. Pourquoi? J'ai déjà fait par exemple un FTP qui faisait confiance à un login, un mot de passe et une IP source. Le problème quand on fait du serverless, c'est qu'en fait vous ne maîtrisez pas l'infrastructure, c'est le principe, vous ne maîtrisez pas les IP, vous ne maîtrisez presque rien, en tout cas au niveau du network. Et donc en fait, un utilisateur qui fait du Cloud Run et mon voisin qui fait du Cloud Run, les deux peuvent aller sur Internet avec la même IP publique que Google va attribuer dans son pool d'IP public qu'il partage entre tous les services serverless. Donc comme moi et mon voisin peuvent utiliser la même IP, la truster, c'est compliqué. Mes solutions, ici aussi, même chose. On va utiliser le Serverless VPC Connector. Donc on va bridger le monde serverless avec le VPC, donc chez nous, notre projet. Et chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on veut. Notamment, on va créer un Cloud Router et un Cloud NAT pour transformer une IP. Et sur le Cloud NAT, on va réserver des IP propres à nous, qu'on va payer, certes, mais qui sont à nous, qui sont réservés pour nous. Et donc, on pourra sortir sur Internet avec une IP qu'on peut faire confiance parce qu'elle est à nous. Et donc, on peut autoriser le service à accéder sur un service tiers. Sécurité au niveau du chiffrement. On expose des choses chiffrées, forcément. Hein, on fait du SSL, sinon ça craint un petit peu. Ce cas est très simple parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais par défaut, on a du HTTPS qui est offert sur tous les services de Cloud Function, App Engine, Cloud Run. On a des certificats qui sont gérés, renouvelés, déployés par Google Cloud. Par défaut, il n'y a rien à faire. Bien sûr, si vous voulez vos noms de domaine, vous pouvez déployer un load balancer en face et avoir une IP et mettre vos certificats dessus. Mais même par défaut, si vous voulez faire du test ou n'importe quoi, vos tests sont sécurisés. En environnement de dev, c'est sécurisé. Enfin bref, il n'y a pas de problème de SSL sur les services serverless de Google. Un point qui peut être très important, mais d'ailleurs c'est ce point-là que je discute avec Carrefour en ce moment, c'est comment garder des services internes. Comment ne pas les exposer sur Internet. Donc en fait, comment priver l'accès public. Pourquoi faire ça? Parce qu'on va avoir des jobs internes, on peut avoir des batchs qui traitent des données qui ne peuvent pas être exposées sur Internet, ou simplement on ne veut pas exposer nos services pour encourager les hackers à tester jusqu'à ce que ça casse et qu'ils arrivent à rentrer chez nous. Alors le problème ici, c'est qu'on ne peut pas le faire directement avec Google Cloud. Avec Google Cloud, qu'est-ce qu'on fait? On déploie des services et par défaut, l'IP, elle est publique. Enfin, c'est pas l'IP. Il y a un DNS qui est proposé, il est public, il est accessible publiquement par défaut. Il n'y a rien d'autre à faire. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? En tout cas, comment limiter le problème, en tout cas le contrôler? Avec Cloud Function et Cloud Run, ça ne marche pas avec App Engine. Le service date de 2008, il est peut-être un peu trop vieux pour migrer sur ce mode-là. En tout cas, avec Cloud Function et Cloud Run, ça fonctionne. C'est qu'on va pouvoir régler ce qu'on appelle le ingress. Le ingress, c'est quoi? C'est contrôler le trafic qui rentre dans le service. Et on peut dire que ce ingress, il est uniquement internal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est uniquement le trafic qui vient de mon VPC que je vais autoriser à accéder à mes services. Par exemple, un Cloud Run. Ça ne veut pas dire que le DNS il n'est pas exposé publiquement.
C'est juste qu'il sera exposé publiquement, mais quand on va y accéder, il y aura un contrôle sur l'origine du trafic. L'origine vient d'Internet et pas de mon VPC, donc Google va couper de manière automatique. Mais c'est toujours public, on peut toujours y accéder. Le problème ici, c'est que si on déploie par exemple un Cloud Run de manière interne, donc avec ingress internal, comment est-ce que fait un autre Cloud Run pour le contacter? Toujours pareil, on a une brique magique, Serverless VPC Connector. On dit au Cloud Run qui veut contacter le service interne, passe par mon VPC, et comme tu es sur mon VPC, ben, tu peux accéder facilement à des ressources qui sont internes. Évidemment, quand vous avez des VM ou des clusters Kubernetes qui sont sur votre VPC, la question ne se pose pas, vous êtes dans le VPC. C'est assez simple. Mais aussi, quand vous avez une plateforme externe qui est connectée avec un VPN, comme vous arrivez directement dans le VPC, le trafic est considéré comme venant du VPC, on peut y faire confiance, donc vous accédez directement à ces services. Cloud Run ou Cloud Function, au choix. Mais un service interne, enfin un ingress interne, c'est pas terrible. Pas terrible, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez quand même des services que vous voulez exposer à vos clients. Vous ne voulez pas qu'ils y accèdent directement, mais vous voulez quand même les ouvrir à Internet. Une option existe, c'est d'autoriser uniquement le trafic interne, mais aussi le trafic venant des load balancers. Donc, load balancer, vous l'ouvrez sur Internet. Vous avez donc du trafic public qui arrive sur le load balancer, mais jamais le trafic arrivera directement à votre Cloud Function ou votre Cloud Run. Ça, c'est interdit. C'est uniquement trafic interne ou trafic venant du load balancer. Là, je veux juste préciser qu'on n'a pas du tout parlé d'IP, on n'a pas du tout parlé de VPN ou d'où est-ce qu'on vient. C'est vraiment Google qui décide si c'est interne au projet ou externe au projet pour dire si c'est du trafic interne ou externe. J'en reparlerai juste après sur du Zero Trust. Justement, c'est ici. Je ne sais pas que c'était si près, mais ok, c'est ici. Ici, on va vouloir contrôler qui, depuis Internet, peut accéder à mon service. On a vu que le service pouvait être interne ou externe, mais quand il est en externe, on peut se dire, est-ce qu'on autorise tout le monde à y accéder ou uniquement les personnes qui sont authentifiées et autorisées à y accéder? Alors avant d'entrer dans ces notions-là, il faut savoir qu'en face de n'importe quel produit Google, je dis bien Google, pas Google Cloud, donc il y a du Gmail, du YouTube, du Google Play, ce que vous voulez, tous les produits Google ont une couche en face qui s'appelle Google Frontend. C'est une sorte de proxy qui va déjà filtrer plein de choses, tout le trafic qui est tout pourri, sur la layer 3 ou layer 4, les IP incomplètes, tout ce qui est spoofing, enfin bref, tout ce qui est pourri sur le réseau, c'est déjà écarté par cette couche automatiquement. Ensuite, cette couche, elle peut se configurer. Vous pouvez la configurer pour dire c'est public, on filtre rien, on prend tout le trafic qui vient d'Internet, on route vers du Cloud Run, Cloud Function ou App Engine. Ou alors, on peut lui dire, on se met en mode privé. Qu'est-ce que c'est que le mode privé? C'est que Google Frontend va vérifier s'il y a un header d'authentification, et si ce header est valide, pas expiré, présent évidemment, si il y a une identité à l'intérieur, donc si on arrive à valider la signature et à décompresser le token au OAuth 2, et est-ce que l'identité qui est dedans, est-ce qu'elle est autorisée? Avec IAM, on peut autoriser cette identité à accéder au service ou pas. Si tous ces checks ils sont OK, le trafic est considéré comme valide et il accède à votre Cloud Function et votre Cloud Run qui la déclenche et vous allez payer le processing. Si un de ces checks échoue, le trafic est mis à la poubelle. Et il est mis à la poubelle par Google. Ça ne va même pas chez vous. Donc si vous avez une attaque DDoS avec des headers d'autorisation qui sont manquants, vous pouvez avoir des milliards de requêtes, c'est filtré par Google, c'est Google qui fait le job, et vous payez 0. Uniquement le trafic qui est valide va arriver chez vous. Donc ça se base sur quoi? Ça se base sur un token OAuth 2, voilà, avec des mécanismes de cryptographie qui sont bien connus, mais des standards web, et qui a une durée de vie, donc par défaut de 1 heure, pour simplifier la gestion des clients. Et ici, en fait, on n'a pas d'IP interne ou externe. On est vraiment sur de l'identité. Donc en fait, on se moque si ce sont des IP que l'on connaît, des IP mais que l'on ne connaît pas. On est vraiment sur de l'identité. Et c'est un petit peu le principe du Zero Trust. D'ailleurs, Google insiste beaucoup sur le Don't Trust the Network, Trust Identity.
Et c'est exactement ça, on se moque un petit peu d'où vient le trafic. Il vient de votre mobile, de votre PC, de mes deux serveurs. On se moque d'où vient le trafic. Par contre, il faut que l'identité, elle, soit valable et autorisée. Vous accédez bien à votre banque en ligne, il n'y a pas de problème pour qu'elle soit exposée publiquement, hein, il y a quand même votre argent qui est dessus. Par contre, si votre identité n'est pas valide, vous n'entrez pas. J'espère. Et comment est-ce qu'on fait pour se protéger des menaces Internet? En fait, on va avoir Google Frontend, donc déjà qui fait un filtre, je vous ai dit, hein, qui balaye tout ce qui ne va pas. Mais en plus, on peut ajouter un load balancer et une couche qui s'appelle Cloud Armor, sur laquelle vous pouvez configurer un Web Application Firewall qui vous protège des règles OWASP, du top 10 de l'OWASP. Vous avez une option appelée Manage Protection Plus qui vous permet d'avoir en fait un tarif qui est flat. Donc même si vous faites attaquer, vous n'allez pas payer plus, vous allez juste payer ce que vous avez convenu avec Google initialement. Parce que normalement, vous payez au volume, et forcément, en cas d'attaque, ça coûte un peu cher. On va changer de sujet, peut-être accélérer un petit peu, parce que je vois que c'est un petit peu à la bourre. Parler de haute dispo. Haute dispo, si vous déployez sur Google Cloud, vous devez le voir, quand vous déployez sur une région, jamais sur une zone. Il faut savoir qu'une région de Google, il y a 3 zones sur lesquelles vous pouvez déployer vos services. Et pour être en haute dispo, il faut que vous ayez normalement 3 VM sur chacune des 3 zones, donc vous avez normalement 9 VM. Là, par défaut, vous déployez Cloud Function, App Engine ou Cloud Run, et par défaut, c'est déployé sur les 3 régions. Donc être haute dispo au niveau régional quand on fait du serverless, il n'y a rien à faire. C'est par défaut. Si on va aller au cran au-dessus, être dispo au niveau global, il va falloir mettre, on ne voit pas très bien ma carte du monde hein, sur ça, je suis désolé. Donc en fait, voilà, on va devoir mettre un load balancer, donc un load balancer qui va avoir une IP Anycast. Qu'est-ce que c'est? C'est une IP qui est connue par plusieurs endroits dans le monde, donc ça s'appelle dans les POP, les Point of Presence. Et donc en fait, cette IP elle va pouvoir être captée au plus proche de vos utilisateurs. Derrière le load balancer, on déploie des ressources, des Cloud Run, on déploie des Cloud Functions ou des App Engine sans problème. Et la faculté en fait, du load balancer qui est global chez Google Cloud, c'est de pouvoir router le trafic dans la région disponible la plus proche. Ça veut dire que si vous êtes en Australie, hein, donc ici c'est l'Australie, hein, vous ne voyez pas trop, mais ici c'est l'Australie. Si vous avez un raz-de-marée et que la région n'est plus dispo parce que la région a été submergée par les eaux, c'est pas grave, le trafic sera routé automatiquement vers la région disponible la plus proche et vous n'avez rien à faire aussi. Rappelons que c'est du serverless, vous payez à l'usage. Vous déployez vos services dans toutes les régions de Google Cloud, vous allez payer uniquement dans les régions qui sont actives. Les régions qui ne sont jamais utilisées, vous ne payez rien, parce que ça reste à zéro, il n'y a rien à payer. Donc n'hésitez pas. On continue sur le dernier chapitre, la Software Supply Chain. Alors, je voudrais expliquer d'abord qu'est-ce que c'est, pour vous expliquer les problèmes et comment est-ce qu'on y fait face. On va dire, en résumant, on peut avoir une équipe de dev qui va construire ses conteneurs avec une CI/CD. Sur Google Cloud, c'est Cloud Build, très bien. Donc les conteneurs sont mis dans un registry. Sur Google Cloud, ça s'appelle Artifact Registry. Une fois que cette partie CI, construction d'artefacts, est faite, on va déployer. On peut utiliser Cloud Build pour déployer, on peut utiliser d'autres outils qui existent. Et dans le déploiement, qu'est-ce qu'on fait? On va déployer sur du Kubernetes Engine ou sur du Cloud Run. Alors GKE, ça ne nous intéresse pas, c'est pas serverless, donc on les met de côté, mais le service marche pour les deux, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Le problème ici, c'est que s'il y a un utilisateur qui est mal intentionné, un mauvais acteur, ou même des fois un développeur qui a vu qu'il y avait un problème sur la CI/CD, il veut aller plus vite, il veut faire son conteneur chez lui pour le déployer rapidement en production, pour patcher un truc sans que le chef y voit, ben en fait, il peut construire chez lui son conteneur. Donc chez lui, c'est sur son PC. Le problème quand il fait ça, c'est que sur son PC, c'est peut-être pas très sécurisé, il n'a pas passé tous les tests qu'il faut, il va peut-être utiliser des dépendances qui ne sont pas validées. Bref, il peut faire des choses qui ne sont pas bien, de manière involontaire. Les mauvais acteurs, on va dire, ils font ça de manière très volontaire. Et ils peuvent injecter cette image dans la chaîne de déploiement.
et déployer des images qui ne sont pas très bien, qui ne sont pas déployées, qui sont un peu pourries, sur Cloud Run et Kubernetes Engine. Pour éviter ça, un service existe sur Google Cloud qui s'appelle Binary Authorization. Je vais appuyer, voilà. Donc Binary Authorization, mais qu'est-ce que c'est? C'est dire qu'on contrôle déjà les registries qui sont autorisées de Google Cloud ou à l'extérieur. Mais en plus de ça, on peut demander à ce que le manifeste du conteneur soit signé avec une clé particulière et on peut demander à Binary Authorization de valider que la clé est valide, en tout cas que la signature est valide avant de déployer. Sinon, on ne peut pas déployer. Alors ici, sur ce schéma, vous ne voyez pas de Cloud Function et de App Engine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, quand vous faites du Cloud Function ou du App Engine, vous envoyez votre code. Il y a Cloud Build qui construit le code et qui l'envoie directement sur Cloud Function ou App Engine. Il n'y a pas possibilité d'injecter un conteneur au milieu. Ou alors vous êtes chez Google, vous arrivez à injecter un truc au milieu, et si vous faites ça, Google met la clé sous la porte, c'est plus la peine, parce que plus personne ne va faire confiance à son cloud, parce que quelqu'un s'est introduit au milieu de sa chaîne de déploiement. Donc c'est pour ça qu'ici, ça marche que sur du Cloud Run. Pour conclure, on va passer ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Hop. On va y arriver. Dernier slide. Non, non, voilà. Pour conclure, je voudrais juste vous dire que je pense que la sécurité est très importante dès le début dans votre projet. Donc j'ai trouvé cette phrase, elle n'est pas de moi, je l'ai trouvée mais quelque part, je ne sais plus où. Je l'ai trouvée très intéressante de dire que si la sécurité fonctionne bien, votre business va forcément bien se passer. Et je suis sûr que vous avez tous, dans votre histoire, dans votre culture, dans ce que vous avez lu, entendu ou autre, une histoire qui fait que la sécurité a cassé le business d'une entreprise. Moi, j'ai en tête Zoom, qui au début de la pandémie était promis à un avenir très, très radieux, en éclatant tous les Google Meet, les Teams ou autres. Et il y a eu un problème de sécurité au milieu. Et aujourd'hui, ça reste un acteur parmi d'autres. Leur croissance a été stoppée net. Et aujourd'hui, voilà, ça reste un acteur moyen, dans la moyenne, comme tout le monde, alors qu'ils auraient pu éclater tout le monde il y a 2 ans. Et aujourd'hui, tant pis. Donc la sécurité n'est pas forcément à négliger. On ne le voit pas tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, mais dès qu'on le voit, ça peut mettre une entreprise, une application à genoux. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. On va prendre quelques questions. Alors, s'il n'y a pas de questions maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur LinkedIn. Je vais aussi partager mes slides sur Twitter si vous souhaitez. Voilà, posez des questions. Je serai ravi de vous répondre un peu plus tard. Ouais, il y a une question là-bas. J'en ai une aussi. Merci pour le talk. J'avais une question. Comment tu formes les équipes à la sécurité, justement, à tout ce que tu viens de nous expliquer? Comment tu sensibilises en interne pour que les gens suivent les bonnes pratiques que tu mets en avant? Première chose, il faut les taper. Si tu ne tapes pas, ça ne marche pas. Non, en fait, c'est là où les seniors développeurs, les gens qui ont l'habitude, sont importants. Il y a du développement, il y a de la revue de code, et il faut leur expliquer. C'est pas immédiat, c'est pas spontané de se soucier de la sécurité. Donc il faut les accompagner, il faut rabâcher, il faut expliquer. Il faut faire des conférences, il faut faire des articles, il faut faire des choses. Voilà, il faut arriver à sensibiliser les gens à la sécurité. J'ai aussi l'occasion d'animer certaines talks, certaines interviews. Quand on fait des interviews sur la sécurité, les gens ne sont pas très passionnés. Donc voilà, même naturellement, les gens ne vont pas vers la sécurité de manière naturelle parce que ça ne se voit pas, ce n'est pas valorisé. C'est valorisé que quand on a un problème. Donc c'est compliqué la sécurité à faire passer. Bon, voilà, donc c'est un travail de fond en permanence. Merci beaucoup. Prochaine question, elle est un peu au fond, au milieu. Non, c'est bon? C'était la même question? Ok. Ah, ok. Rien d'autre? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Bravo.